Donc bonjour à tous déjà, merci d'être là, merci d'être à Gênes 2019, très sympa avec la deuxième année dans le centre de conf, donc on sent que c'est un peu plus zen là, ça a été c'est un peu mieux géré. Donc je m'appelle moi Johan Founs, en effet je travaille chez Adobe, je suis designer de métier, enfin à la base. Designer d'interaction et là je fais un peu je fais du creative tech, je fais un peu de conseil aussi auprès de nos clients. Et du coup, j'ai fait pas mal de choses. Je suis un peu bidouilleur, je fais de la musique, etc. Donc voilà, parcours un peu classique. Et donc l'idée, c'est de parler des bases technologies, mais aussi de ce qu'on appelle aussi les low-tech en anglais. Donc du coup, j'ai pas mal travaillé sur le sujet. J'ai lu quelques livres, pas mal de bouquins. J'ai parcouru à peu près tout Internet. Enfin, j'ai essayé. Et du coup, ce que j'ai identifié, ce qu'on a trouvé comme définition, c'est celle-ci. Donc, je vous la lis si vous voulez. Une nouvelle technique orientée vers l'avenir pour préserver la planète et recréer des liens sociaux. Donc, c'est assez important parce que c'est vraiment comme ça que les gens qui font de la low-tech le définissent. Et on sent que ça a une importance aujourd'hui avec tout ce qu'on peut voir sur l'écosystème, la planète, etc. Les gens qui sont l'écologie qui arrive, qui vient très très fortement. Donc ça, c'est assez intéressant. Et surtout, en France, c'est né avec ce monsieur qui s'appelle, c'est un ingénieur qui s'appelle Philippe Biwix et qui a écrit un bouquin. Alors là, c'est sur Thinkerview. Donc il y a une super interview de lui. C'est un peu long, mais c'est intéressant. Il a écrit ce bouquin-là, en fait, qui s'appelle L'âge des low-tech, et ça a été un peu le déclencheur en France. C'est le truc qui a lancé le sujet. Et c'est plus un bouquin coup de gueule, on va dire, sur... Putain, on dépense beaucoup de ressources. Les ressources sont limitées, notamment sur les métaux rares, etc. Et on en met beaucoup dans la high-tech. Et ces ressources-là, elles sont super limitées. Et il y aurait moyen de faire autrement et de pouvoir faire autre chose, quoi, sur tous les plans. Donc le bouquin, il est assez rude à lire parce que c'est beaucoup de faits, en fait. Il énonce beaucoup de faits, mais c'est assez bluffant de voir, en effet, à quel point on pourrait faire autrement, mais on ne le fait pas. Donc ce bouquin-là est vraiment... Il n'y a pas vraiment de solution, entre guillemets, au problème. Enfin, elles sont intégrées dans le bouquin, mais il n'y a pas une solution magique qui arrive à la fin du bouquin en mode coucou, on résout le problème et c'est fini, quoi. Mais voilà. En tout cas, ça avait le mérite de lancer le sujet et de lancer un pavé dans la mare sur des sujets qui sont d'autant plus d'actualité ces derniers temps. Donc, en termes d'exemple pour les low-tech, vous avez des trucs comme ça, par exemple des frigos qu'on enterre dans le jardin. Voilà. Donc ça évite de consommer beaucoup d'énergie et en fait on va bénéficier de la fraîcheur de la terre pour pouvoir conserver certaines ressources. Je prends pas mal d'exemples comme ça pour qu'on se fasse une idée. Ça peut être assez pratique. L'éolienne de jardin aussi. C'est-à-dire que il y a le manuel, il est open source et on va pouvoir fabriquer son éolienne et se la mettre dans son jardin pour pouvoir avoir un petit peu d'électricité de manière assez autonome. Il y a aussi une lampe à gravité qui utilise la gravité comme source d'énergie. Donc c'est un truc qui descend, qui remonte et qui permet de créer de la lumière. Donc typiquement pour lire le soir ou ce genre de choses. Donc très pratique et assez ingénieux finalement. Ensuite, il y a suite à ça, il y a eu pas mal de choses et notamment il y a ce jeune homme là qui est un ingénieur aussi, qui habite du côté en Bretagne et qui a fait un bouquin aussi avec Arte qui s'appelle Nomade des mers. Donc assez intéressant parce que lui il est explorateur et ingénieur et son challenge c'était d'aller sur son bateau et puis de tester des low-tech, de voir s'il était capable sur son bateau de survivre avec les moyens du bord, comme on dit, c'est le cas de le dire. Assez intéressant et donc il fait le tour du monde en allant voir des gens qui ont implémenté des low-tech. Et donc il y a pas mal de choses parce qu'après il a rassemblé ça sur un espèce de wiki, sur un site internet qui s'appelle Low-Tech Lab et dans lequel on peut retrouver en fait les tutos dans différentes langues pour pouvoir faire des choses sous forme de low-tech. Donc ça c'est assez intéressant aussi, on a la difficulté, la durée, le coût aussi parce que c'est évidemment toujours un problème de coût. Et puis la facilité à faire aussi, c'est-à-dire avoir la matière pour pouvoir le faire. Donc là, c'est un exemple de découpeuse de bouteilles en plastique, un exemple de four solaire, voilà, assez rigolo. On fait ça dans son jardin aussi.
une éolienne toujours. Donc c'est très souvent lié à l'énergie, bien évidemment, et c'est ça qui est assez intéressant aussi. Mais ça va jusqu'à carrément une habitation légère, un peu nomade, quoi, de 35 mètres carrés, petit studio en plein milieu de la forêt. C'est parti. Voilà. Donc c'est pas mal. Alors c'est bien documenté et c'est vraiment intéressant. Mais tout ça, là, on est plutôt sur des approches. Ouais, mais en fait, c'est l'effondrement dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans, 10 ans. Il n'y a plus de société, la civilisation, elle est morte. Et du coup, comment on se débrouille? Donc c'est toujours dans cette approche-là. En vrai, c'est pas tout à fait ça. Ils sont vraiment dans l'approche d'économie d'énergie, etc. Mais c'est vrai que dans des pays riches comme la France, ça sert à quoi? Il y a une vraie question à se poser. Mais l'approche des low-tech n'est pas que sur cette approche-là aussi, puisque y a des marques que vous connaissez, comme Dacia. Dacia, c'est un peu une approche low-tech, quelque part. On va prendre des voitures qui sont plus simples, avec des moteurs qu'on connaît, qui sont facilement réparables, et c'est l'inverse un peu des voitures des modernes qu'on peut avoir, et qui sont, elles, justement, un peu scellées. On ne va pas pouvoir les réparer, il faut absolument qu'on les amène chez le concessionnaire, etc. Donc c'est un peu cette approche-là. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi 2 ingénieurs qui sortent de l'école, qui ont inventé le concept de l'increvable en constatant que pour réparer une machine à laver, c'est la galère. Et ils ont voulu faire une machine à laver modulaire avec les pièces et facilement réparable. Ils l'ont appelée l'increvable. Elle est bien marketée, etc. Mais ils ne trouvent pas de distributeur. Donc du coup, vous ne pouvez pas l'acheter. Elle n'existe pas encore. Donc il y a une difficulté, on le voit, à trouver des distributeurs sur ce genre de choses. Il y a le Fairphone aussi, que tout le monde connaît, parce que là, ça touche la téléphonie mobile. Donc, tout le monde connaît à peu près ça. Il y a une nouvelle mouture là, qui est sortie, qui ressemble à ça, qui fonctionne pas mal aussi. Enfin, en tout cas, ça fait parler de lui, et ça a le mérite aussi de faire avancer les choses, c'est-à-dire de dire on peut faire les choses autrement, et regardez ce qu'on peut faire. Après, tout ça, c'est au niveau... On parle beaucoup de matériel, c'est très hardware, mais qu'est-ce qui se passe sur le logiciel ? C'est un peu le même principe. Là, vous avez... Ça, c'est une version de Linux qui s'installe sur des vieux PC. Des vieux PC de récup. Donc, c'est-à-dire, je récupère un vieux PC tout pourri, qu'est-ce que je fais avec ? Je peux mettre une version de Linux qui fonctionne avec une interface graphique qui fonctionne bien. Je peux checker mes mails, aller sur Internet et même manipuler certains fichiers. Ce qui peut être suffisant pour certaines tâches. Ça ne veut pas dire que je vais faire du After Effects avec, mais clairement. Mais ça peut servir pour de la bureautique, par exemple. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Et puis, il y a un designer français qui s'appelle Gauthier Roussil, qui, du coup, a carrément été jusqu'au bout sur la partie web design. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il s'est inspiré de ce qu'on va voir après, mais il est allé jusqu'au bout en disant, mon site Internet, je vais le faire en mode low-tech, quoi. Et donc, il s'est inspiré de Low-Tech Magazine, qui a décidé de faire, mais du début jusqu'à la fin, un site Internet, donc leur propre site, ou en tout cas une partie de leur site, complètement low-tech. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, ils ont carrément un hardware, c'est ce que vous voyez là, qui est alimenté par un panneau solaire. Et après, il y a tout un stack de hardware et logiciel jusqu'au bout. Il est connecté à Internet, et ça veut dire qu'ils assument totalement, quand il ne fait pas beau, le site, il est offline. Donc c'est assez ouf. C'est assez ouf, mais c'est pas bête. Et c'est vrai que parfois, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir son site qui est toujours disponible ? S'il y a des nuages dans le coin, c'est pas grave, quoi. On reviendra plus tard. Voilà. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils nous ont mis justement toute la documentation pour tout le stack logiciel et hardware aussi. Donc du coup, avec toutes les références et comment ils ont fait. Et tous les gains en termes d'énergie et de bande passante qu'ils vont faire avec. Parce que c'est aussi ça le sujet. Alors du coup, ils décrivent vraiment tout, et notamment l'optimisation des images. Là, ce que vous voyez, c'est une image qui est complètement optimisée pour qu'elle soit la plus légère possible. Parce qu'il y a toujours cette problématique de lourdeur des pages web qui va avec. Alors, moi, je suis designer, et quand j'entends dans leurs préconisations pas de tracking, je dis yes, cool, c'est génial. Pas de service tiers, ouais, ok, pas de problème. Par contre, pas de typo. Alors là, je commence à faire la gueule. Là. Et à la fin, même pas de logo, quoi. Zéro. Que la typo de base du système, zéro logo. Avec des images supra-optimisées. Alors là, c'est pas possible. Pour moi, en tant que designer, c'est impossible, quoi. Même pas la peine d'y penser. Donc, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça, quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
D'où ça vient ce genre de choses, de se dire on va virer toute la partie communication, la partie identité de marque, qui est quand même de la reconnaissance. Hein, on est là pour faire de la cohérence de marque et de retrouver ses billes, avoir de la signalétique sur un site, ce genre de choses. La typographie, c'est 50% de la créa. Donc voilà, très compliqué. Alors, d'où ça vient, c'est quand même un petit peu aussi à cause des, en tout cas pour le numérique, à cause des promesses qu'on avait du numérique. Et les promesses, c'est quoi ? La première promesse, c'était que c'était super écolo, le digital, le numérique. À la base, on disait, ouais, mais t'imprimes pas. C'est génial. Donc c'est super écolo, en fait. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, parce qu'Internet, c'est le 3e consommateur d'énergie au monde. Donc ça calme un peu, quoi. Donc quand on stocke les emails, en fait, c'est beaucoup plus polluant que si on imprimait son email et qu'après on le supprime du serveur. Parce que le papier, c'est recyclable. Mais l'énergie qui alimente les data centers, pas forcément. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie des promesses qui n'ont pas forcément été tenues et qui fonctionnent pas. La deuxième, c'est le temps. C'était, vous allez gagner vachement de temps avec le numérique, avec l'informatique. C'est génial, vous allez avoir plein de temps pour autre chose. Et en fait, on passe tout notre temps sur nos putains de téléphones. Et à faire plein d'autres choses que ce qu'on devait faire. Donc en fait, on n'a pas gagné de temps du tout. Au contraire, on en a perdu. Donc là aussi, c'est une promesse qui est quand même un petit peu loupée. Sur le numérique, c'est pas de gain de temps. Hein, on passe beaucoup plus de temps dessus. Ensuite, c'est l'argent, évidemment. On disait c'est une super nouvelle économie, on va gagner plein d'argent avec. Le PIB il va exploser parce qu'on va faire du numérique. Et en fait, on attend toujours. Le PIB n'a pas augmenté parce qu'on fait du numérique. Il y a en effet une économie numérique, mais elle est stable. C'est pas une croissance de malade. Et du coup, ça nous a pas rendu plus riches, quoi, concrètement. Donc ça fait partie des petites promesses aussi qui étaient présentes et qui sont pas vraiment bonnes. Et puis après, il y a évidemment l'information. C'est-à-dire que la promesse, c'était vous allez être informés tout le temps, en temps réel, etc. Super. Et les flux d'information, en fait, ils vont pas forcément vers nous, c'est plutôt vers eux qu'ils vont. C'est vers les GAFA. Et c'est eux qui récoltent et qui stockent la majeure partie de l'information au monde. Donc voilà un petit peu les promesses loupées du numérique et qui peuvent nous faire réfléchir et nous dire que peut-être envisager les choses un peu différemment. Et d'ailleurs, dans nos usages numériques, en gros, quand on est perso, c'est la communication qui arrive souvent en premier. Ça, c'est Facebook aussi. Hein. Ils gardent le branding WhatsApp, mais derrière, ça reste Zuckerberg. Hein. Donc, premier usage, c'est quand même beaucoup la communication. Et là, il faut avouer que c'est quand même très utile. Je ne me vois pas aujourd'hui ne pas pouvoir contacter un de mes proches. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est un gain important. Et c'est un des usages quand même qui est assez important au niveau personnel. Le deuxième, c'est l'e-commerce. C'est vrai qu'on fait quand même beaucoup nos courses sur Internet maintenant. Donc ça, c'est un des deuxièmes usages qui est assez intéressant et qui fonctionne bien. Et puis après, ce qu'il faut voir aussi, c'est au niveau des entreprises. Un usage très très fort quand on est une entreprise, c'est de monitorer, de surveiller. Mais pas que quand on a une entreprise, quand on a une organisation globalement humaine. Un des gros intérêts du numérique, c'est de surveiller. Donc de pouvoir monitorer, etc. Et si on monitore, c'est pour pouvoir agir dessus après. Et donc c'est actionner. Pouvoir avoir en fait, on se crée des super pouvoirs. C'est un peu ça. On est des superman, on est capable de maîtriser notre maison, notre entreprise, etc. Donc c'est un peu ça le concept derrière le numérique. En tout cas, derrière les usages numériques. En termes de contrôle, est-ce que vous savez ce que c'est que ça, par exemple ? Ça, c'est de la pure high-tech. Alors, c'est japonais, vous avez vu si vous reconnaissez les typos. Mais est-ce que vous savez ce que c'est ? Ouais, c'est quoi ? C'est une chasse d'eau, exactement, bravo, tout à fait. C'est une chasse d'eau, c'est un panneau de contrôle pour les toilettes japonaises. Voilà. Donc là, si on n'est pas dans la pure high-tech, c'est-à-dire pour un truc comme les toilettes, on a un truc aussi compliqué que ça. Voilà. Donc ça, c'est rigolo, parce qu'en plus, les petits pictos sont assez marrants. Et la version low-tech de ça, c'est les toilettes sèches. Et vous voyez où est le problème ? C'est que dans notre société, surtout très urbaine, ou même pas, en fait, non, c'est comment on fait accepter ça à la parisienne un peu trendy ? C'est mort. C'est pas possible.
Faut pas y croire. Donc le premier challenge qu'on a sur les objets, tout ce qui est matériel en tant que designer pour nous, et ça on l'a déjà entendu puis en discutant beaucoup avec les ingénieurs, c'est vraiment de les rendre acceptables. C'est-à-dire que si on fait de la low-tech, à un moment donné, le truc supra-roots et s'essuyer avec des orties, c'est bon quoi. Alors, on va peut-être éviter. On n'est pas arrivé à ce niveau de civilisation pour redescendre vraiment beaucoup plus bas. En tout cas, c'est un des vrais défis qu'on a. Et il est assez intéressant parce que ça veut dire s'occuper de redesigner certains objets d'une manière différente en enlevant un petit peu toute la partie haute technologie qui va avec. Après, si on revient sur le numérique, il y a d'autres travers quand même. Ça, vous connaissez Fortnite? Ça vous dit, pour ceux qui ont des enfants ou qui y jouent. Moi, j'ai un fils de 12 ans, il y a joué pendant quelques temps. Et en fait, il s'est transformé en ça. Voilà. Et c'était le seul jeu où, en fait, quand je lui disais d'arrêter au bout d'une heure, il devenait agressif. Mais vraiment. Là, je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc? Et en fait, on a reçu, il y a quelques mois, il y a 1 an ou 2, je crois, une fille qui a bossé chez Ubisoft et qui, du coup, est neuroscientifique. Et qui expliquait de manière très à l'aise qu'ils ont fait des grosses études au niveau neurosciences et qu'on a découvert plein de trucs, notamment les systèmes de récompense pour le cerveau, avec des petits rewards réguliers, etc. Et qu'en fait, en les appliquant sur le numérique, on rendait accro les gens. C'est génial. Mais ça, on l'a vu aussi, parce que c'est les mêmes systèmes qui sont appliqués chez Facebook et chez Google. Mais là, carrément sur les jeux vidéo, quoi. Et donc, quand on voit la tronche des enfants après, c'est un peu compliqué. Donc ça fait partie des petits travers, je dirais même des gros travers qu'on est en train de mettre en place. Et en plus, tout ça, pourquoi? C'est capter l'attention, mais on connaissait déjà ça avec la télévision. C'est le temps d'attention qu'on peut avoir. Parce que derrière, l'objectif, ça c'est en fait je suis allé sur l'internaute.com, puis j'ai récupéré la petite fenêtre qui demande d'accepter tous les cookies. Vous le connaissez, parce que c'est à cause du GDPR qu'on a ça maintenant. Donc on a tous galéré avec ça, avec d'autres choses, mais ça notamment. Le problème, c'est que c'est sur une toute petite fenêtre et qu'on peut que les ouvrir et les voir en toute petite partie. Donc on n'imagine pas la quantité de partenaires et de services tiers qu'il y a derrière. Du coup, j'ai enlevé tous les styles CSS qu'il y a derrière pour ceux qui font un peu de web. Et j'ai récupéré ça, j'ai transformé ça en une page web et j'ai transformé ça en PDF. Et c'est un PDF qui fait 89 pages. 89 pages de partenaires. Et la plupart, c'est des partenaires de publicité, en gros. Et qui captent la data, en fait, qui récupèrent la data, pour la plupart. Alors, on en fait partie, Adobe, on a aussi des trucs comme ça. Il y a de tout. Il y a de tout le monde et de tous les pays, à peu près. C'est assez impressionnant. Donc là, en fait, en gros, on capte l'attention, on utilise des techniques de neurosciences pour capter l'attention, pour en fait, présenter de la publicité, faire du display. Voilà. Mais c'est assez impressionnant. Et quand on voyait tout à l'heure le pas de tracking, pas de service tiers, on voit à quel point il y en a. Et en gros, moi, pour avoir pas mal designé et développé des pages web, la quantité de scripts qui sont injectés au chargement d'une page, c'est assez impressionnant. Prenez un navigateur et regardez ce qui est injecté à l'intérieur au moment où vous la chargez, c'est juste hallucinant. La page, au début, elle doit faire aller je dirais quelques mégas, quoi. Puis à la fin, elle peut monter super loin, quoi, super haut. Mais parce qu'en fait, au fur et à mesure, on injecte des services tiers qui, eux, ramènent leurs trucs, etc., puis captent la data au fur et à mesure. Donc, en termes de low-tech, on n'est pas au top, quoi. Donc, et puis derrière, il y a aussi cette notion d'éthique, évidemment, parce que c'était ça le sujet aussi, et c'est un des plus gros défis qu'on va avoir aussi en tant que designer, c'est notamment quand on design pour le digital, c'est faire quelque chose qui soit éthique. En tout cas, rajouter de l'éthique dans notre design. Et d'ailleurs, c'est les sujets du designer dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a créé un site qui s'appelle Ethic by Design ou Design Ethic, dans lequel il fait un super reportage en vidéo sur le sujet, en interviewant beaucoup de designers. Et c'est vraiment, je vous invite à la voir. Je vous remets la référence, elle est là, mais de toute façon, vous aurez le truc. Je l'avais mis où? Je l'avais mis, je ne sais plus où. Il était là. Il s'appelle Gauthier Roussil. Voilà. Il y a son site qui est là, gauthierroussil.com. Donc ça, c'est vraiment un des gros enjeux, et on le voit en plus dans les tendances, que ramener de l'éthique dans le design digital, c'est un vrai défi. Un vrai, pour le coup. Après, les low-tech, ce qui est intéressant, c'est que quand on prend ce qui s'est fait, vraiment,
pas que en digital, hein, mais vraiment en hardware ou en système, par définition, c'est éthique. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et s'inspirer de ça, dès le départ, c'est super intéressant. Là, c'est un exemple d'une problématique très simple qui est au Rwanda de distribution de médicaments. Donc, en gros, les routes sont pas, on ne peut pas distribuer les médicaments sur la route, juste pas possible. Les routes ne sont pas d'assez de bonne qualité pour aller assez loin dans les campagnes. Donc, comment on fait? Et du coup, une solution très simple, on va utiliser des drones. Donc là, c'est un petit avion, c'est un petit drone. Alors, c'est petit, ils sont gros quand même. Hein. C'est des gros drones qui vont porter en fait les sacs de médicaments pour les amener à des endroits bien précis où il y a des gens qui sont capables de les récupérer et de les distribuer en local. Ce qui est intéressant, c'est que tous les concepts de tout ce système-là, que ce soit humain, technique, physique ou logiciel, ont été pensés en mode low-tech. Donc en mode low-tech, ça veut dire je vais prendre des matériaux qui sont sur place, locaux, et je vais travailler le système de manière à ce qu'il soit réparable et compréhensible et réparable par des ingénieurs qui sont sur place, avec leurs connaissances locales, et avec les matières premières qu'ils ont et le savoir-faire qu'ils ont sur place. Ce qui permet au système d'être durable. Donc la durabilité, elle est vraiment là. Et donc au niveau software, c'est pareil. C'est-à-dire que les softs, notamment, donc ça peut paraître high-tech, c'est-à-dire que pour faire les checkpoints de l'avion, pour vérifier si les ailes sont en bon état, etc., on prend des photos avec des petits scans, et c'est automatisé. Donc ça n'empêche pas d'être efficace et d'avoir quelque chose d'automatisé. En revanche, tout le système va être justement adapté à l'endroit dans lequel ça se passe. Et donc, vous avez même un iPad de monitoring avec un software qui est derrière. Mais la capacité de maintenir le système est faite sur place. Notamment, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Steven Johnson qui s'appelle « Where Good Ideas Come From ». Et il a fait un super talk là-dessus sur justement ce genre de choses et il parle des couveuses aussi. Alors ça, c'est un vieux truc, mais la notion de couveuse est très importante pour les enfants qui sont prématurés, etc. C'est dû à l'observation de la nature, hein, de voir l'idée de la couveuse est venue au médecin qui l'a inventée en observant justement des animaux. Et donc le concept a voulu être transféré aussi dans des coins un peu plus reculés. Sauf que, techniquement parlant, c'est assez compliqué. C'était fait avec des micro-ondes, etc. Toute la partie moteur à l'intérieur de la couveuse était complexe. Et avec des technos qui n'étaient pas forcément simples ou connus. Et donc, l'idée, c'était, l'observation, c'est encore en Afrique, je crois, hein, c'était que les ingénieurs sur place savaient parfaitement, et les gens sur place savaient parfaitement maintenir une voiture. Parce que pour rouler, les moteurs de voiture, les phares, etc., tout ça, c'est des choses très connues et très simples. C'est basique, mais ça fonctionne bien. Donc en fait, on va utiliser ce savoir-faire-là pour concevoir un système complexe. Et du coup, on garantit sa maintenabilité dans le temps, pour des choses qui sont quand même relativement vitales. Donc ça, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, c'est que c'est éthique par définition. C'est-à-dire dès le départ, quand on le pense, au niveau engineering, au niveau système, au niveau de conception aussi, par définition, il va être éthique. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, après, il y a toutes les méthodos, si on revient sur la partie numérique ou même business, il y a toutes les méthodos que vous connaissez. Vous connaissez Eric Ries avec son bouquin The Lean Startup. C'est des méthodos qui aident à se poser les bonnes questions, évidemment. Donc là, c'est plutôt au niveau business. Eric Ries. Il y a le bouquin aussi, là c'est plus pour les designers ou les chefs de projet dans le numérique, de Jesse James Garrett, qui s'appelle The Design of Everyday The Element of User Experience, pardon. Pareil, se poser les bonnes questions. Celui-ci est vraiment intéressant aussi, parce qu'il y a toujours une question récurrente, c'est pourquoi on fait un projet? Pourquoi? C'est quoi la finalité? Et ça revient toujours dans toutes les méthodos, ça c'est assez intéressant. Ensuite, ça c'est plus pour les designers d'interaction, les UX designers, c'est le grand-père de l'UX qui s'appelle Don Norman. Pareil, se poser les bonnes questions. Plus au niveau de l'objet aussi, au niveau de l'interaction avec l'objet. Donc ça, toujours intéressant. Et puis, sur la partie low-tech, on a plusieurs choses, et ça je l'ai trouvé sur un collectif qui s'appelle le collectif BAM, c'est français, et qui justement ont fait leur petit framework pour travailler sur des systèmes de type low-tech et éthique. Voilà. Donc ça, c'est une approche intéressante, et vous voyez que c'est la même chose, on essaye de se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est pourquoi est-ce qu'on fait toujours ce projet?
Pourquoi? Avec qui on le fait? Quels sont les partenaires? Quelles matières premières on va utiliser pour les faire? Quel type de système? Comment c'est fabriqué? Et puis, et comment ça se passe en termes de process aussi. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, moi, c'est un autre sujet que j'étais venu présenter l'année dernière ici, sur la notion de systémique ou de la théorie des systèmes complexes, qui permet aussi de se poser des questions sur des systèmes complexes, justement, mais en se basant sur l'observation de la nature. La nature au niveau physique, biologique et aussi social. Donc c'est pas inventé ça, hein, c'est un truc qui date de 1975, hein, donc c'est pas tout jeune. Mais ça permet d'aborder la complexité en se posant les bonnes questions. Et il y a toujours la problématique de la finalité du système. Voilà. Et ça peut vraiment aider aussi à se poser les bonnes questions et à partir sur le bon pied quand on fait un projet. Donc après, ça permet de faire des modélisations comme celle-ci et de pouvoir justement identifier quelles sont les matières premières, quels sont les flux que je vais pouvoir traiter au cours du projet. Alors je vais pas aller dans le détail là-dessus, mais par exemple, moi j'ai un projet perso, parce que je suis musicien et on a un problème je fais du jazz, manouche, et quand on fait du jazz, on a besoin de s'entraîner. Et en fait, il y a des métronomes pour le rythmer, pour le temps, pour s'entraîner, mais en fait, on n'a pas forcément de playback ou de choses, de métronome qui nous fait en même temps l'accompagnement. Et donc c'était un vrai sujet. Je suis dans une association et l'idée c'était de faire justement un objet qui serait un mix entre un métronome et un iPod et qui permettrait facilement à n'importe où le poser et puis pouvoir jouer par-dessus. Donc c'est le même principe, c'est-à-dire que si vous vous posez les bonnes questions, notamment en termes d'énergie et de réparation, dès le départ, vous allez le concevoir différemment que si vous partez directement du postulat qu'on va faire une app mobile, par exemple. Et c'est vraiment ça le sujet. Et c'est toujours le sujet aussi, quand je coach pas mal des étudiants en design, c'est toujours pareil aussi. Le premier réflexe, c'est on va faire une application. Et des fois, ce n'est pas forcément la bonne solution. Justement, ça peut être un objet. Alors un objet, on peut le faire avec plusieurs choses. On pourrait très bien le faire avec des petits composants type Arduino ou Raspberry Pi pour pouvoir le faire. C'est pas très cher, c'est assez simple et ça permet de faire un premier prototype, etc. Maintenant, est-ce que la durabilité fonctionne? Est-ce que c'est facilement réparable, etc. C'est la question à se poser. Or moi, j'ai quelques Arduino, mais je suis pas non plus un crack dessus. Et du coup, je regardais chez moi ce que j'avais à dispo, et c'est justement ce genre de questions à se poser. C'est qu'est-ce qu'on a à disposition? Et en fait, il s'avère que j'avais un vieux téléphone Android, mais un truc sur Android, une version 2.0, un truc très très ancien, qui servait plus depuis longtemps. Et donc, la récupération aussi de certains objets, le recyclage, ça fait partie de la philosophie de Delotech, et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, puisqu'on peut vraiment baser une économie là-dessus. Parce qu'évidemment, ça coûte rien, enfin ça coûte très peu. Et quand on baisse les coûts sur des produits comme ceux-là, qui sont facilement réparables, bah c'est intéressant. Mais vient se poser la question après du stockage. Parce que, OK, pour un Android, par contre, au niveau éthique, on ne va pas filer toutes nos données à Google. Et les services Google, on va les désactiver. Voir l'Android, je ne vais pas mettre une puce 3G dedans. Parce que ça va me coûter une blinde. Et je ne veux pas ça. Ce n'est pas l'idée. Donc du coup, il faut qu'il fonctionne en offline. Et pour le stockage, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça aussi, se poser la bonne question. La question du stockage. Où est-ce qu'on stocke l'information? Et le principe, c'est de le stocker de manière décentralisée. C'est-à-dire, potentiellement, d'utiliser une carte SD. Une petite carte, c'est très simple. Hein. Une petite carte SD que j'insère dedans, je prends la carte, après je peux mettre des données, des informations à l'intérieur, je la mets dans mon téléphone et ça fonctionne. Et c'est ce qui est très utilisé en Afrique, du coup, aussi. Donc c'est une preuve que c'est le genre de choses qui fonctionnent parce qu'on n'est pas dépendant d'un réseau, on n'est pas dépendant d'autres choses. Et que ça fonctionne en local de manière très décentralisée. Voilà. Donc ça, c'est des exemples intéressants. Alors après, il faut quand même coder par-dessus. Alors après, j'ai le choix, je peux coder dans différentes technologies. Et puis pour le format de données, bah, c'est toujours la question aussi. Est-ce qu'on utilise des données type XML? Est-ce qu'on fait une base de données, etc. Et en fait, on se rend compte en observant, parce que l'idée, c'est d'avoir... Moi, je reprends toujours mon projet à moi. Les partitions ou les grilles d'accords, elles viennent toujours de plusieurs personnes. Et ce que les gens savent manipuler, ça reste Excel. Ça reste le meilleur outil de manipulation de data aujourd'hui. Et donc, de manière très pragmatique, bah, faut peut-être se baser sur un fichier Excel, CSV ou ce genre de choses pour pouvoir juste mettre ça dans la carte SD pour alimenter le système, tout simplement.
Voilà. Donc ça, c'est un exemple sur moi, un projet sur lequel je travaille, sur lequel je me suis donné le défi de le faire en low-tech et de faire en sorte que justement il puisse être facilement maintenable et qu'on puisse facilement le comprendre et jouer avec. Après, je pourrais, vu où on est, évidemment, je pourrais faire un truc avec de la synchro cloud, etc., où chacun crée son compte, a une super milliard de login, où toutes ces informations vont sur le cloud et que ça fonctionne comme ça. C'est possible aussi. Mais il y a une approche, évidemment, qui est très différente. Et parfois, en fonction du projet que vous allez rencontrer, peut-être que si vous bossez pour des organisations, des associations, etc., peut-être que ce n'est pas l'approche qu'ils vont vouloir. Et on voit bien en plus que, justement, avec tous les cookies, toutes les mires, combien de fois il faut s'authentifier avec la double, la triple, la quadruple authentification. En entreprise, c'est une vraie galère, en fait. On passe plus de temps à s'authentifier qu'à faire du travail, en fait, parce qu'il faut bien vérifier son identité. Donc, il y a une espèce de Graal, le Saint Graal par les entreprises informatiques, c'est d'être la single source of truth, quoi. C'est la source unique de vérité. Et ça, cette course effrénée à cette source-là, elle est à mon sens assez dangereuse et elle est assez frustrante en tant qu'utilisateur parce que pour nous, en tant qu'usagers, quand on utilise les systèmes, il faut tout le temps qu'on montre patte blanche, qu'on s'authentifie sur des systèmes, on mette nos profils, etc. et qu'on donne à peu près toute notre vie à tous les systèmes du monde. Donc le principe, justement, c'est éviter l'authentification et faire quelque chose qui soit le direct, quoi. Accéder direct à la fonction. Donc si je résume un petit peu, si je devais donner certaines choses, et je repars toujours sur la notion de globalité, de finalité, qui sont issues justement des systèmes complexes, de la théorie des systèmes complexes. Le principe serait d'avoir des choses qui seraient réparables facilement, monofonctionnelles, parce que c'est une fonction simple et c'est plus facile à réparer quand c'est ça, alors que les trucs super multifonctions, en fait, ça devient très très vite la galère. On en est dépendant, hein, les OS, Android et iOS, on n'a pas le choix en fait aujourd'hui, on est obligé d'aller là-dessus. Et au niveau européen, je pense que c'est un peu dommage. On aurait pu au niveau européen développer des systèmes, des OS mobiles à minima de notre côté. Donc il y a ce genre de choses. Après, évidemment, si vous voulez faire de la low-tech aussi, il faudra travailler plutôt avec des logiciels libres, avec de l'open source, ce genre de choses, parce que justement, c'est ouvert. Et dans la théorie des systèmes complexes, les systèmes ne sont jamais fermés en fait. Il y a toujours de la porosité entre les systèmes et de l'échange. Et c'est le même principe. C'est-à-dire que les briques logicielles que vous voulez mettre, il faut qu'elles soient ouvertes pour qu'elles soient réparables. C'est vraiment le principe. Et ça permet justement de gérer cette complexité, de pouvoir ouvrir le capot, voir comment ça fonctionne et pouvoir le réparer. Dès que c'est scellé, dès que c'est fermé, en fait, on voit qu'on ne peut pas le réparer. Donc du coup, la durée de vie, elle va être plus petite. Après, en termes d'interaction, et ça c'est assez intéressant, c'est la variété qui va prôner. C'est éviter les choses homogènes. Travailler sur des interfaces variées et aller travailler sur... par exemple, des fois, moi, un truc qui m'a toujours choqué, c'est qu'il y a un lobby de malades pour en mettre des tablettes iPad ou Android dans les écoles. Et en même temps, la base, l'origine de ça, c'est de dire nos écoliers, ils ont des cartables trop lourds. C'est vrai, moi je vois ma fille, même à l'école primaire, son cartable, il pèse 2 tonnes. Parce qu'elle a tous les livres, etc. Alors au collège, c'est pire. Mais la vraie question, c'est, au lieu de mettre un iPad ou ce genre de choses, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas de l'encre, une tablette type encre électronique sur laquelle on chargerait l'ensemble des bouquins? Et en fait, les bouquins, ils sont en lecture seule, ils ne font pas mal aux yeux. Il n'y a pas de choses qui va dissiper l'attention des gamins, mais ils ont juste accès au contenu simplement, quoi. De l'encre électronique, en plus, en termes de consommation de batterie, on est à peu près, on en a pour quelques mois, quoi. C'est pas mal. Donc, en fait, on sent que le lobby force dans les écoles à mettre des tablettes multifonctions avec plein de choses, avec des notifications, etc., pour capter de l'attention, alors qu'en fait, un truc low-tech comme une bonne vieille tablette avec de l'encre numérique, en noir et blanc, ça suffirait largement pour avoir accès aux écritures et aux bouquins. Et en termes de perf, c'est juste meilleur. Donc c'est un exemple. Après, ce qu'on voit arriver aujourd'hui, c'est aussi tout ce qui est interaction vocale. Et là, ça promet des choses vraiment intéressantes, à condition, bien sûr, et c'est tout le problème aujourd'hui encore, que ce ne soit pas centralisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que vous dites à Siri ou à Google, c'est envoyé sur les serveurs de Google et d'Apple. Et donc, c'est traité sur les serveurs sous prétexte qu'il faut du processeur pour pouvoir le faire. Mais c'est une excuse pour récupérer la data. Soyons clairs. Donc,
Du coup, l'interaction vocale, ok, mais si on peut la faire en local, c'est bien mieux. Donc le décentraliser aussi. Ça, je vais en parler encore après, mais voilà. Mais par contre, c'est des choses vraiment intéressantes parce que l'interaction vocale, ça veut dire on n'a plus d'écran. On le voit bien avec les nouveaux devices. Et plus d'écran, ça veut dire ça veut dire potentiellement plus de performance aussi et de batterie. On fait de l'économie de batterie de manière incroyable. En tout cas, c'est des nouvelles choses qui sont vraiment intéressantes et à explorer et à travailler. Et donc la décentralisation, elle est super importante, que ce soit au niveau des flux, on le voit après aussi, mais au niveau du stockage. Parce que les réservoirs d'informations, s'ils sont locaux, s'ils sont décentralisés, c'est toujours, en tout cas en termes éthiques et en termes de pouvoir, c'est beaucoup plus juste. Et donc la décentralisation, ça passe par, je vous parlais tout à l'heure du micro SD, c'est ce que potentiellement je peux utiliser, mais ça peut être du peer-to-peer ou de la blockchain. On voit aujourd'hui l'arrivée en force des DApps, Decentralized Apps, c'est la tendance. C'est-à-dire qu'en fait, des réseaux de blockchain mettent à disposition leur propre App Store. Voilà. Tout simplement. En disant, non, mais dans le monde, il n'y a que 2 App Store, il y a Google et Apple. À un moment donné, il faut avoir une alternative. Et l'alternative doit être décentralisée, c'est-à-dire avoir un pouvoir qui est décentralisé. C'est un peu l'approche. Donc sur le stockage, là c'est des réservoirs d'eau sur les buildings de New York, mais c'est le principe, c'est que chaque building est autonome en eau, en fait. Et c'est le même principe, si votre stockage d'informations, il est local, s'il est décentralisé, vous ne centralisez pas tout le pouvoir chez les GAFA. En l'occurrence, après en Chine, c'est chez Alibaba quoi, ou ailleurs. Mais bon, l'idée est la même. Et pour les flux, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des concepts assez géniaux comme le edge computing, quoi, mais c'est tout bête, mais l'intelligence artificielle, en fait, elle peut être embarquée. Et c'était à Toulon, je me souviens, j'avais rencontré un entrepreneur qui avait fait un système avec un objet qui détectait les vibrations sur des machines industrielles qui apprenait en fait. Le modèle était bien fait, elle apprenait pendant quelques temps, et puis après, en fait, il la posait sur la machine, et il détectait en fait les vibrations qui pouvaient être potentiellement dangereuses, et donc lançait une alerte quand la vibration n'était pas bonne. Mais en fait, l'algorithme, l'IA, elle était embarquée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la peine d'envoyer les datas des objets connectés en permanence. Et saturer un réseau, alors oui, ça arrange les opérateurs. Ça, je suis d'accord, ça va booster les flux. Et donc, les fluctuations, enfin, l'argent pour les opérateurs, c'est intéressant. Mais par contre, en termes de flux, justement, c'est pas du tout économe. Et l'approche d'embarquer les algorithmes dans les appareils, mais c'est pareil pour les sites web. Embarquer les algorithmes directement dans vos apps ou dans les sites web, ça évite justement des flux de données trop importants. Et si les flux de données sont trop importants et qui sont en plus centralisés, c'est qu'en gros, il y a toute votre vie qui part. C'est Facebook, quoi. Facebook et Google. Voilà. Donc le côté local est vraiment intéressant et le côté aussi, je travaille offline. Parce qu'on n'est pas toujours connecté et on n'a pas toujours envie d'être connecté. On va en avoir de moins en moins envie. Parce que justement, on est forcé à l'être toujours. Donc, il y a une espèce de prise de recul par rapport à ça. C'est un rejet naturel qu'on ressent. C'est que des fois, on a vraiment besoin de faire une vraie pause. On coupe le téléphone ou on enlève toutes les notifs et on va se concentrer sur quelque chose. Et le fait de travailler, d'avoir des outils qui fonctionnent en mode offline, en mode déconnecté, qui fonctionnent pleinement, j'entends, c'est aussi super important et ça va l'être de plus en plus. Donc ça, c'est pour la partie fonction. Voilà en gros l'approche et ce qu'on peut tirer comme enseignement, et notamment en se basant sur les systèmes complexes qui sont vraiment d'une belle utilité parce que c'est des choses qu'on remarque, qui ont été observées en biologie, en physique et en sciences sociales. Donc la notion de réservoir, de flux, d'informations, de matière ou d'énergie, en général, c'est ce genre de choses. Et des systèmes qui s'auto-équilibrent, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle des boucles de rétroaction négatives et positives. C'est vraiment des sujets intéressants. Je vous invite vraiment le bouquin, le macroscope de Joël de Rosenay, est vraiment très intéressant. C'est vraiment une mine d'or pour la conception de systèmes complexes. Et pour finir, je vais utiliser une citation d'Alain Damasio, que vous connaissez peut-être, qui est un écrivain que j'adore, un écrivain français de science-fiction. Alors, il ne fait pas que de la science-fiction, mais en l'occurrence, il excelle dans la science-fiction. Et il a fait une super conf sur TEDx qui est dispo, vous pourrez la retrouver. Et il parle justement de tout ça et des nouvelles technologies, de la haute technologie. Et en gros, il nous invite à essayer d'inventer, de créer ce qu'il appelle un nouvel art de vivre ou un épicurisme technologique.
donc pour s'approprier les technos, parce qu'en fait, elles nous sont plutôt imposées jusqu'à présent. Et de se poser la bonne question, c'est-à-dire que quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, est-ce qu'elle va ouvrir ou fermer notre rapport aux autres et au monde? C'est ça un peu le principe. Parce que quand on pense low-tech aussi, on va penser d'abord à mettre en place des systèmes humains et des interactions humaines au sein de ce genre. C'est éviter de tout digitaliser, quoi. On le voit, hein, je ne sais pas qui a déjà essayé de créer de déclarer, c'est quoi? Une carte grise en ligne sur le site internet des services publics. C'est un bain de sang, quoi. C'est juste abominable, quoi. Et là, j'imagine les grands-parents, quoi, qui essayent de faire ça. C'est abominable. C'est vraiment incompréhensible et c'est extrêmement compliqué à faire. Et du coup, on a digitalisé quelque chose qui est avec un humain en face à un guichet, en fait, c'était vachement plus simple parce qu'on posait des questions et la personne s'adaptait à notre niveau, en fait. Quand on digitalise, en fait, on impose. Alors, c'est malheureusement la mauvaise digitalisation, c'est-à-dire qu'on impose quelque chose qui sont des normes d'ingénieurs assez complexes et on va les imposer aux gens. Et ces systèmes-là ne s'adaptent pas aux gens qu'ils ont en face d'eux. En tout cas, ils ne sont pas encore assez intelligents pour faire ça. Alors, on a peur de l'IA, mais si on pouvait avoir une IA qui s'adapte à l'interlocuteur qu'il a en face de lui, ça serait vraiment intéressant pour ce genre de choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des intermédiaires humains. C'est des gens qui parcourent les campagnes et qui offrent leurs services moyennant de l'argent pour pouvoir faire ce genre de démarche à la place des gens. Voilà. Donc, de toute façon, l'humain vient après, parce qu'on a besoin d'interaction humaine, donc il y a un moment donné, il revient. C'est juste que ça fait un intermédiaire supplémentaire. Donc ça c'est vraiment la manière dont il se pose cette question-là, elle est vraiment intéressante parce que ça permet à minima de qualifier si une techno, en fait, elle va être futile ou si elle va être utile. Même s'il y a des technos futiles qui sont marrantes et intéressantes, on aime bien les trucs de geek, les super jeux qui arrivent, c'est de l'entertainment, c'est super, c'est cool, j'adore. Des fois, le futile peut être intéressant. Mais on voit, ça fait des années qu'on parle du concept d'application Kleenex, quoi. Toutes les marques qui créent leurs applis, et les applis qu'on ouvre sur l'App Store, on les télécharge, parce qu'il y a une pub, on clique sur la pub sans faire exprès, on arrive sur le truc, on se dit ah c'est peut-être intéressant, on télécharge l'appli, on l'ouvre une fois, on voit que c'est de la merde, on la ferme et on la réouvre jamais, quoi. C'est un Kleenex. Voilà. Et ça, c'est énormément d'argent et d'énergie dépensée. Donc après, il va un peu plus loin, et j'aime beaucoup sa rhétorique, qui est le concept de techno-cocon. C'est-à-dire qu'en gros, il faut essayer de déchirer un peu justement ce cocon technoïde qui nous enveloppe, qui nous rassure et qui nous gère, parce que c'est un peu ça. Aujourd'hui, sans ça, on est complètement paumé, quoi, au niveau dans une voiture pour aller se déplacer, pour trouver quelque chose, trouver une information. Donc en fait, c'est vrai qu'on est assez géré. On est dans un cocon très confortable où l'information est très facile, etc. Et du coup, retrouver le rapport sans interface avec le dehors, la mort, l'étranger, la nature et le chaos, c'est quelque chose qui peut être parfois vraiment intéressant. Et on le voit avec les cures de désintox. Il y a de la désintox tech, c'est-à-dire qu'il y a des stages de 1 semaine où on va à la campagne, on met son téléphone dans une boîte fermée à clé et en fait, on passe 1 semaine sans téléphone, sans WhatsApp, sans Facebook, sans Instagram, etc. Et ça, c'est de plus en plus important. Mais je ne parle pas des stages de désintox pour les gamins, alors en Chine notamment, pour désintoxiquer les gamins aux jeux vidéo, qui là sont hallucinants, quoi. C'est-à-dire que c'est l'armée. On les prend, là, c'est 1 mois dans l'armée pour te désintoxiquer du jeu vidéo, quoi. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des choses assez intéressantes. Et donc, Alain Damasio, je vous l'invite aussi, c'est celui qui a écrit La Horde du Contrevent, mais qui a écrit un bouquin qui s'appelle La Volte. Non, je ne sais plus comment il s'appelle le dernier, mais il est aussi vraiment super sympa. Donc, ça fait partie de la littérature française qui est assez agréable et qui a une approche très technophile. Il adore la technologie, mais il en parle avec le recul et l'éthique qui est très spécifique à nous, Européens, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, ce que j'aimerais, parce que j'aime beaucoup les questions, je suis à 43 minutes. Je suis parti un tout petit peu en retard, mais est-ce qu'on a le temps? Ok, super. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si ça a torturé vos esprits, si vous trouvez ça complètement déconnant ou un peu trop extrémiste, n'hésitez pas à me dire. Je peux reformuler la question, hein, si vous voulez, si vous en avez. Non, ça vous a...
Assez clair? Oui. Oui. OK. On fait quoi? C'est clair. C'est clair. Alors, c'est intéressant parce qu'en effet, comme je disais, enfin, on est un pays très riche. La France, c'est un pays super riche, et d'autant plus l'Europe. Donc quand on y pense, en soi, on n'a pas besoin de low-tech. Hein. C'est juste un concept plus éthique. Et c'est l'approche éthique qu'on voit apparaître de plus en plus. Alors c'est né, les éditeurs qui ont sorti le livre de Philippe Biwix, c'est les éditeurs qui ont sorti aussi les livres de Pablo Servigne. Et tout le courant qu'on voit arriver sur ce qu'on appelle la collapsologie ou ce genre de choses, enfin, c'est l'effondrement prochain de notre société. C'est plus une projection mentale, en fait, parce qu'on sait que ça ne va pas arriver tout de suite. C'est avec le pic du pétrole, donc en fait, en termes d'énergie et en termes de ressources, en fait, on est limité, mais ça, c'est quelque chose qu'on sait. Mais en effet, ça n'a pas d'impact direct sur les industriels aujourd'hui. Et nos clients, quand on travaille dans le service, dans le design, etc., c'est vrai qu'on ne va pas arriver en disant non, il faut faire un truc low-tech parce que c'est vachement mieux. Bah ouais, mais est-ce que c'est moins cher? Est-ce que c'est mieux? Enfin, est-ce que ça me rapporte plus d'argent? Parce qu'à un moment donné, c'est du business. Hein. Oui. Est-ce que c'est possible aussi? Est-ce que c'est possible? Et puis, comme on l'a vu, si sur des objets, à un moment donné, il faut peut-être les rendre acceptables. Parce que les toilettes sèches, ça ne va pas être acceptable par tout le monde, quoi. En tout cas, est-ce qu'on n'est pas vraiment prêt à sauter le pas jusqu'à... Ou en tout cas, ça nécessite peut-être de l'architecture et du design par-dessus pour rendre ça quelque chose qui ressemble plus à de la technologie ou quelque chose de plus confortable. C'est peut-être le confort qui va manquer. En revanche, la proposition de valeur de la low-tech, elle est intéressante dans deux cas, on va dire, quand justement il y a peut-être des budgets qui sont très très bas. Et quand on est sur des ressources limitées, sur des associations, des choses comme ça qui n'ont pas beaucoup de moyens, en fait. C'est vraiment, le principe, c'est les moyens du bord. Hein, c'est le MacGyver, quoi. Je trouve une porte, je fais une table avec. C'est ça, quoi, en gros. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça peut fonctionner pour certaines choses. L'autre approche, c'est un peu comme le modèle de Dacia sur les modèles économiques. C'est-à-dire qu'il y a aussi des segments, il y a des gens qui, pour payer moins cher, sont prêts à réduire peut-être la partie de confort ou la partie de technologie qui va avec et avoir quelque chose de plus simple et peut-être plus réparable et plus durable. Donc c'est comme pour les baskets Veja, où le concept c'est de dire, et il est super intéressant, c'est une boîte française qui fait des baskets et leur principe c'est de dire, en fait 90% du prix d'une basket c'est du marketing. Donc en fait, nous, on ne fait pas de marketing. On n'a pas d'égérie qu'on paye des millions d'euros et de dollars pour porter nos baskets. Et en fait, on va faire nos baskets de manière équitable. C'est-à-dire qu'on va les faire elles vont être plus chères à la fabrication parce qu'on va les rendre éthiques et équitables. On va essayer de les faire différemment. Par contre, on n'a pas de marketing, donc ce sera que du bouche à oreille. On va avoir des petites quantités. Ce sera fait de manière décentralisée, justement, etc. Donc avec une fabrication qui va, elle, avoir une importance. Et on va communiquer. Le peu qu'on communique, c'est sur la fabrication des choses, la manière dont elles sont faites, avec quelle matière première c'est fait, est-ce que c'est du renouvelable, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont portées dans la marque, en fait, dans l'identité de marque, et ça peut servir pour certains clients. Ouais. Certains clients qui peut-être vont adhérer à ce genre d'approche et qui, pour elles, vont dire « ouais, en effet, ça fait partie de mes valeurs, je peux porter ce genre de choses et je peux assumer ça, en fait. » Donc c'est peut-être là où... il y a un truc à creuser et des propositions de valeur à faire, en effet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, j'espère vous avoir du coup un peu ouvert l'esprit sur ces sujets-là. Et puis je vais continuer mon petit projet hein, quand je reviendrai avec mon petit métronome harmonique l'année prochaine. OK? Merci beaucoup à tous. Merci à tous.